Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin dans dans ce beau foyer de l'Opéra que nous retrouvons après plusieurs années d'interruption. Et nous sommes ravis donc d'être avec vous. Vous étiez en train d'écouter sans le savoir la création de Haydn, avec comme chef Alarcón, donc, que vous connaissez aussi, qui est venu diriger 2 productions chez nous l'an passé. Et voilà, donc Die Schöpfung, donc avec le chœur de Hollande, des Pays-Bas. J'ai fait exprès de donner cette introduction, évidemment, parce que j'avais déjà eu l'occasion d'expliquer que cette rencontre faisait écho. C'est trop fort. Ah. Oui, il faut dire que moi, ça porte. C'est pour compenser les gens qui marmonnent. Mais... Donc c'est trop fort, donc on va faire un peu moins fort, voilà. Donc effectivement, la thématique nous est venue à l'idée parce que nous avions envie de réfléchir sur la mise en scène que propose Kevin Bars de cet oratorio, puisque normalement les oratorios ne sont pas mis en scène, mais là il va être mis en scène. On avait déjà eu une chose identique avec le Messie de Handel mis en scène par... ça me reviendra, il y a quelques années, ici. Et donc là, cette fois-ci, ça va être c'est Haydn qui sera mis en scène. Et donc la thématique, elle est accrochée en fait à la mise en dialogue que Kevin Bars fait entre la création telle qu'elle est décrite dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et toutes les connaissances que nous avons pu avoir depuis le Big Bang au niveau scientifique sur comment le monde a été créé. Voilà, donc c'est pour cela que j'avais contacté notre conférencière pour qu'elle puisse intervenir effectivement à ce niveau, parce que c'est vrai que vous avez dû voir aussi dans le programme de l'opéra que Kevin Bars lui-même était interpellé par tout ce qui se passe autour du complotisme et surtout des nouvelles théories comme le créationnisme, le plétisme, etc. Et donc c'était un petit peu aussi dans ce sens-là qu'il proposait cette mise en scène, donc qui va, comme je disais, faire dialoguer avec effectivement des vidéos qui vous montreront toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites depuis le Big Bang. Voilà, donc on peut se poser la question, effectivement, comment ça se fait qu'encore à l'heure actuelle, la théorie de l'évolution, qui a pourtant été validée, confirmée par des recherches en biologie génétique, eh ben, elle est toujours remise en cause. Alors 40% des Américains, on sait que nous on est plus intelligents, mais quand même 9% des Français, c'est une plaisanterie, 9% des Français adhèrent à ces... Alors j'aime pas utiliser le mot théorie, parce qu'en fait c'est plutôt une façon de voir les choses, et pour eux, Dieu reste le seul et unique créateur du monde dans lequel nous vivons. Voilà. Je sais aussi par ailleurs, et puis je te passe tout de suite la parole après t'avoir présenté, que beaucoup de personnes avaient un peu peur de notre titre Mythos Logos, la réinterprétation infinie des mythes fondateurs. Ça a fait peur à des gens. Plus je pense que le fait que Anna soit philosophe, ça a dû en rajouter une couche. Donc, mais on va vraiment faire tout ce qu'on peut pour être le plus clair possible et pour vous introduire un peu à ces questions, à ces, comment dirais-je, à la fois qu'est-ce qu'on peut déduire du taux de ralliement aussi. Je sais que c'est pas directement ça dont tu vas parler, mais je te le donne comme ça, tu en parleras, aux pseudosciences, aux mythes, et qu'est-ce que tout cela nous dit de la société dans laquelle nous vivons, et qu'est-ce que cela nous dit de la science elle-même, et de nous-mêmes, et de la manière dont nous pensons, sans nous rendre compte que nous pensons peut-être de telle et telle manière. Donc c'est un petit peu tout ça le propos que j'aimerais que donc Anna Zielinska, que vous connaissez peut-être, maîtresse de conférences en philosophie à l'université de Lorraine, tu interviens également à Sciences Po. Nancy, tu vas nous aider, tu vas nous éclairer la lumière autour de cette thématique et des liens qui se tissent entre mythe et raison. Voilà, je te laisse la parole. Bien, donc je vous ai dit que, hélas, la situation dans laquelle nous sommes nous encourage d'autant plus à réfléchir à des mythes qui nous unissent, mais aussi à des mythes qui font que notre rationalité disparaît.
Effectivement, ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui, dans la mesure du possible, évidemment, ça va être tout à fait simple parce que vous connaissez les éléments de cette réflexion, c'est une dialectique, en un sens, entre la présence du mythe et la peur du mythe. D'accord ? Donc, d'abord, je vais vous parler effectivement de la signification de la notion de mythe. Ensuite, je vais vous dire 2-3 mots au sujet d'un penseur que j'apprécie particulièrement, Ludwig Wittgenstein. C'est un penseur qui a essayé de réapprivoiser l'idée selon laquelle nos raisonnements quotidiens ne sont pas entièrement rationnels et ne peuvent pas l'être. Et il n'y a rien de tragique dans ces faits. Si tu prends un micro comme ça, c'est que tu es stressé par le temps ou par quelque chose. Non. Je vois le temps, j'ai commencé à 8, donc zen, camarade. Je me prépare à te poser des questions, éventuellement à te couper la parole pour, si je vois des sourcils qui froncent parce qu'ils n'ont pas compris ou entendu quelque chose. Très bien. C'est tout. Je voudrais ensuite vous parler de la démocratie telle qu'elle était vue par un penseur grec contemporain du XXe siècle, Cornelius Castoriadis, pour qui la présence même des mythes dans la pensée grecque antique, dans la pensée grecque pré-logos, a rendu possible aux Grecs de penser la démocratie. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi il le pensait. Ensuite, quelques mots sur Nietzsche, c'est nécessaire. Nietzsche, avec l'idée de la naissance de la tragédie, il donne sens à tout art occidental qui se trouve effectivement dans cette tension entre Apollon et Dionysios. Donc ensuite, après cet éloge plutôt de la pensée mythologique, nous allons passer vers quelque chose de beaucoup plus pessimiste, à savoir les réflexions sur les mythes après la Première Guerre et ensuite dans les contextes de la Deuxième Guerre mondiale. Et on va terminer sur peut-être une réflexion un peu plus optimiste où le mythe est réapprivoisé dans la pensée du psychanalyste Carl Gustav Jung, qui pense que notre cerveau est fait pour gérer les mythes. Et si ces mythes sont des mythes créatifs, ils peuvent nous apporter quelque chose de commun au lieu de division, n'est-ce pas? Donc effectivement, très traditionnellement, au XXe siècle, on a pensé que ce qui se passe dans la philosophie grecque, dans ses origines telles que nous les connaissons, donc dans ses origines platoniciennes, 5e siècle avant notre ère, ce qui se passe alors, c'est les passages du mythos au logos. On se débarrasse enfin des mythes, de ces récits fictionnels, de ces récits symboliques, pour pouvoir se confronter à la vérité, ou en tout cas à la quête de la vérité qui devient le fil conducteur de l'ensemble de notre civilisation, disons. Et ce passage vers le logos, il est réaffirmé dans le christianisme. Le christianisme se présente, je ne dis pas que c'est ce qu'il représente de facto, mais le christianisme se présente comme une quête de la vérité. Jésus nous dit, chez Saint Matthieu, « Je suis la vérité ». Chez Saint Marc, pardon, je ne sais plus. Et évidemment, c'est là où Pilate se demande, mais qu'est-ce que la vérité? Mais bon. Donc, ce rejet de mythe est quelque chose qui caractérise notre civilisation gréco-chrétienne, si vous voulez. Mais de facto, aujourd'hui, on sait très bien que le mythe, c'est quelque chose d'autre que l'irrationalité pure. Les structures mythologiques structurent précisément notre pensée et permettent quelque chose que je vais essayer de défendre ici, à savoir permettent de penser la contradiction. D'accord? Le fait qu'il y a à un moment donné des idées qui sont tout à fait justifiables mais contradictoires. Les idées en question ne sont pas des idées scientifiques. Donc, l'usage des mythes dans les contextes des pseudosciences, c'est un usage abusif du langage. N'empêche que, effectivement, dans la mythologie, quand elle gère la sphère symbolique de notre vie, c'est les mythes, des contradictions, c'est des personnages contradictoires dans différentes mythologies qui nous permettent de nous confronter aux faits tragique de notre existence, que nous sommes constamment tiraillés entre des choses qui sont également importantes,
mais qui sont difficiles où on doit faire des choix. C'est la possibilité, la nécessité des choix tragiques qui sous-tend le besoin du mythe. Il y a un renouveau d'intérêt pour le mythe dans l'anthropologie à partir du 19e siècle parce que, évidemment, on commence à les étudier d'une certaine distance. On prend les mythes grecs, les mythes indiens, les mythes chrétiens. Vous savez, c'est là où on commence à écrire, notamment en Allemagne, l'histoire de Jésus vue par des anthropologues, l'histoire des mythes grecs vus par les uns et les autres, etc. Donc, dans ce 19e siècle plutôt optimiste, on essaye de nous dire, voilà, on a vraiment dépassé cette période de mythes et on peut entrer véritablement dans l'âge de la raison avec les Lumières, aidés par les Lumières. Mais effectivement, cette notion de mythe moderne suppose en premier lieu de se situer dans une interprétation historique et sociale du mythe, comme l'a fait donc Jean-Pierre Vernant, qui va continuer à opposer qui a vraiment cristallisé cette opposition entre le mythe et la raison. Mais quand Jean-Pierre Vernant a avancé ses thèses sur l'opposition radicale, nous voyons donc tout un ensemble des voix de l'opposition, où notamment Mircea Eliade, vous savez, les penseurs de mythe d'origine roumaine, francophone, nous dit que opposer le mythe au logos, le mythos au logos, c'est quelque chose de tout à fait problématique dans la mesure où on n'a pas de définition univoque du mythe. Les mythes sont pluriels, on peut effectivement les envisager comme à tous les niveaux de notre vie, donc création d'un mythe comme d'un ennemi potentiel est tout à fait problématique dans tout cela. Et en fait, derrière cette recherche du logos, évidemment, se cache la recherche de l'universel. La recherche de l'universel commence avec Platon, continue avec les stoïciens et continue avec le christianisme. Et les mythes incarnent les particuliers. Et c'est ces particuliers qui est considéré comme contestable. Évidemment, cette conception, elle aussi, est fausse. Étant donné nos connaissances acquises tout au long du XXe siècle sur les mythes, nous savons que les mythes sont très souvent extrêmement partagés à travers la culture. Donc, il y a dans le mythe une dimension universelle qu'on doit garder. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, la personne qui est considérée comme celui qui a rejeté les mythes, Platon, donc qui a posé la pierre angulaire contre la mythologie grecque, c'est aussi la même personne qui, dans le livre La République, donc dans le livre célèbre où il développe sa théorie de l'État, Platon, à la fois, nous propose des théories extrêmement sophistiquées de la vérité accessible à des gens intelligents, aux philosophes, et dans des chapitres un peu plus tardifs, il propose le mythe d'Er. C'est un personnage très vaillant, un soldat parfaitement héroïque, qui s'est battu, qui a été tué par l'ennemi, qui est revenu sur Terre, la première résurrection de notre mythologie partagée. Le mythe de la résurrection est universel, il apparaît partout. Jésus n'est pas le premier à la faire. Donc effectivement, ce mythe de résurrection est utilisé par Platon pour montrer que l'obéissance à certaines règles morales ou à certaines règles étatiques apporte une promesse du retour. Donc une promesse concrète du retour sur Terre, ou d'une récompense, si vous voulez. Cette promesse, les philosophes n'en ont pas besoin, dit Platon en même temps. Donc c'est assez marrant que c'est lui qui pose le logos comme objectif, comme le horizon ultime de la pensée, en même temps, il les pose comme l'horizon ultra-élitiste. Donc voilà une chose tout à fait intéressante. La création du mythe accompagne la création d'une communauté. Les mini-communautés,
les groupes, les tribus n'ont pas des mythes à proprement parler. Les mythes, c'est quelque chose dont on a besoin pour créer des liens avec des gens qu'on ne connaît pas, pour avoir les références communes et pour pouvoir accepter justement les difficultés communes. Parce que si tout va bien, on n'a pas besoin des récits fictionnels qui nous dépassent le présent ordinaire. C'est aussi pour ça que nous avons besoin des rituels pourtant irrationnels. Nous avons besoin des rituels pour dépasser notre incapacité, hélas trop fréquente, de se comprendre les uns les autres, même au sein de notre communauté. Donc les rituels nous permettent d'oublier voilà, on se retrouve dans une synagogue, dans une église, à un concert de jazz, comme hier soir chez Asaf Avidan, à NJP. Pardon, je fais de la publicité pour la concurrence, mais Nancy, c'est vraiment... Parce que demain, on a aussi, ce soir, on a un concert ici de jazz. Super, très bien. Donc effectivement, ce sont des moments rituels. C'est absurde de se retrouver autour de la musique quand on y pense. Notamment, étant donné quand on a des enregistrements, on pourrait les faire à la maison. Mais on a besoin de ces rituels, non seulement d'une meilleure qualité sonore, etc. Mais on a besoin de la communion. Et cette communion n'est pas rationnelle, elle fait partie de notre mythologie, qu'il faut apprendre. Ce n'est pas du tout une capacité spontanée que de se réjouir de l'opéra ou d'un concert de jazz. Donc Wittgenstein, je vous ai dit, il a étudié, Ludwig Wittgenstein, un philosophe autrichien, logicien aussi, donc ultra-rationaliste, vraiment formidable, typiquement quelqu'un qui va s'opposer à du n'importe quoi, ça c'est certain. Mais il lit en même temps les récits sur les mythes ou sur la magie des sociétés qu'on venait de découvrir au XIXe siècle. Il lit les récits de l'anthropologue le plus célèbre en Angleterre au XIXe, XXe siècle, qui s'appelle Fraser. Et quand Wittgenstein lit ces récits, il nous dit non, ce n'est pas absurde. Ils n'ont pas des comportements, ils n'adoptent pas des comportements qui nous semblent magiques parce qu'ils y croient. Dans la plupart des cas, ces gens savent que ça ne va pas marcher. Mais il y a donc dans le comportement associé à la magie dans des sociétés dites primitives à l'époque, une reconnaissance du besoin du rituel. Cette reconnaissance, on la voit à la naissance de la médecine contemporaine. C'est particulièrement frappant puisque vous savez pourquoi la médecine est née. S'il y a des médecins entre vous, vous allez me dire si je raconte n'importe quoi. Mais la médecine est née parce que Dieu ne faisait plus leur travail. Donc, effectivement, Hippocrate et ensuite Galien, les médecins de l'Antiquité, ils se sont dit, il va falloir prendre les choses entre nos mains. Je vois une médecin d'ailleurs. Il va falloir prendre les choses entre nos mains. Bien. Face à ça, très bien, voilà, donc ils commencent à faire des écoles médicales et tout ça. Mais ces écoles médicales, dans ces écoles médicales, on fait notre serment en faisant appel à qui? Évidemment, au Dieu de la médecine. Jusqu'à aujourd'hui. Non pas parce qu'on y croit, mais parce qu'il représente quelque chose qui nous unit et nous en avons apparemment besoin. Et donc, effectivement, Wittgenstein, je ne vais pas vous lire des passages, mais j'aurais adoré, mais un passage célèbre. Je cite Wittgenstein, « Embrasser la photo d'un être cher. Ceci ne repose évidemment pas sur la conviction que cela aura un effet défini sur l'objet que représente l'image. Il vise une certaine satisfaction et y parvient, ou plutôt, il ne vise rien. Nous agissons de cette manière et nous nous sentons ensuite satisfaits. » D'accord ? Donc voilà une tentative wittgensteinienne effectivement de comprendre ce qui se passe dans nos rituels magiques quotidiens. Ce ne sont pas les croyances erronées qui produisent les rites, mais c'est le besoin d'exprimer quelque chose. Les cérémonies étaient une forme de langage, une forme de vie.
Ce sont des expressions et des dispositions amicales, des respects et des célébrations. Nous ne croyons pas que le serment des mains ait une quelconque efficacité mystérieuse ou que garder son chapeau sur la tête dans une église soit dangereux. Cette réflexion, évidemment, pourrait se prolonger sur la prière, une chose que les athées voudraient bien savoir faire ou voudraient bien y croire, étant donné notre très fréquente incapacité de faire quelque chose pour autrui, où les croyants ont ces gestes de prière. Non, peut-être qu'ils y croient, mais en tout cas, on comprend très bien le besoin fondamental de ces gestes. Bien, voilà pour Wittgenstein. Maintenant, la démocratie, mais je crois que moi voulais dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est à ce moment que tu veux situer les mythes de la création ou plus tard. Tu n'as pas fini ton passage? Parce que je suis un peu dans le flou là. Donc, c'est maintenant? Non, le mythe de la création, si tu veux qu'on en parle, on pourrait parler à la fin. D'abord, essayons de saisir la structure des mythes en général, si possible. Ce qui est intéressant dans la relation entre le mythe et la politique est la chose suivante. Et là, je vous présente une hypothèse que je trouve révolutionnaire d'un certain Cornelius Castoriadis. Donc Castoriadis, vous les connaissez, c'est un trotskiste grec qui est venu, c'est un marxiste grec qui est venu en France dans les années 50. Il a vu que le marxisme français n'était pas toujours les plus glorieux, donc il est devenu trotskiste pour ne pas être stalinien. Ensuite, il a quitté le milieu marxiste pour devenir disons, autonomiste, tout en faisant un travail sur la psychanalyse et sur la démocratie grecque. Et c'est à partir de son travail sur la démocratie grecque que je vais vous présenter une petite idée. Il nous dit que les Grecs, donc, ont pu penser la démocratie au moment où ils ont constaté la même chose que les médecins de l'Antiquité, à savoir que les dieux n'étaient pas vraiment là pour nous aider. Et effectivement, c'est à partir du moment où les cosmos, donc la vision du monde comme étant une totalité heureuse et harmonieuse, le cosmos a été remplacé, ou en tout cas, il a commencé à être remplacé par les chaos, donc, par le monde sans aucune justice intrinsèque, que les Athéniens se sont dit, étant donné l'absence de cette justice intrinsèque, nous sommes les seuls à pouvoir, effectivement, s'occuper les uns des autres. Et c'est avec cette conviction, nous dit Castoriadis, qu'ils ont commencé à penser à un système politique qui, en admettant l'absence de la vérité politique toute faite, se dit que la sphère politique devrait s'ouvrir vers la pluralité des opinions. La naissance de la démocratie à Athènes est essentiellement liée à l'effondrement de la foi en efficacité divine. Mais, et c'est là où Castoriadis nous dit quelque chose de substantiel, les Grecs, donc, n'ont pas été élevés, ils n'ont pas été élevés avec Platon, de toute évidence, il vient juste après, et ils n'ont pas été élevés avec les désirs chrétiens d'avoir une seule vérité. Les Grecs savaient dès le départ qu'il est possible d'avoir une sphère contradictoire, des idées qui s'opposent. Donc l'émergence de cette pensée de la contradiction, à partir du monde grec, a donné naissance à la démocratie. D'accord ? Donc effectivement, la vision du monde unitaire, telle que nous la connaissons depuis Platon et à travers le christianisme, la vision du monde unitaire, selon laquelle il existe une seule vérité, c'est une vision du monde où quelqu'un gère cette vérité. Donc Dieu, forcément. Mais c'est une vision aussi
qui nous met dans une position d'une hétéronomie, où c'est quelqu'un d'autre qui impose les lois. Une vision unitaire du monde est une vision hétéronome du monde, hétéros différent, nomos loi. La loi vient d'ailleurs. L'ontologie chaotique, la vision du monde chaotique dans lequel les Grecs ont toujours vécu, a fait qu'ils n'ont pas cherché une seule solution. Ils étaient matures pour accepter la contradiction. La chose que la civilisation occidentale a toujours, donc la civilisation issue de Platon, au sens large, a toujours du mal à penser. La pluralité heureuse est difficile à penser sans cette mythologie chaotique des Grecs. Donc si vous êtes à un moment de votre vie où vous vous demandez quelle religion devrais-je adopter, je vous conseille la religion de la Grèce antique. Personne. Si vous n'avez pas besoin de religion, il n'y a pas de souci, évidemment. Bien, donc voilà pour un petit éloge de cette histoire, avec un rappel effectivement de Nietzsche, qui, avec la naissance de la tragédie, effectivement, reprend cette nécessaire tension au milieu de notre vie, qui est exprimée par le mythe grec et que nous poursuivons aujourd'hui. Donc au XIXe siècle, il va chercher à renverser l'hégémonie du logos qui a été instaurée par la métaphysique, par la pensée de Platon. Donc Nietzsche va voir la tragédie comme une forme qui a permis historiquement de maintenir un mythe, aujourd'hui disparu. C'est un mythe de la tension entre Apollon et Dionysos, comme je vous ai dit. L'homme est aujourd'hui dépourvu de mythes et Nietzsche le regrette. Là, on est au XIXe siècle, la situation est évidemment tout à fait différente. Donc, pour lui, Apollon et Dionysos sont d'abord des dieux de la religion grecque ancienne, donc des êtres historiques connus par une multiplicité de traces écrits ou figurés, objets des rites complexes et des récits légendaires parfois contradictoires. Donc, dès l'Antiquité, la question de l'histoire des dieux mythologiques se pose. Est-ce que, voilà, ces histoires sont contradictoires. La mythologie grecque est contradictoire parce que précisément, ça fait partie de la structure de leur récit. Et dès lors que, effectivement, que le livre monothéiste arrive, la possibilité de la contradiction s'efface, pour le bien et pour le mal. Ce n'est pas du tout je ne souhaite pas du tout ici faire une critique de la rationalité, au contraire, je fais partie de la tradition ultra-rationaliste dans la philosophie. Mais dans le monde politique, qui est différent du monde scientifique, et dans le monde moral, une certaine place pour des tensions et pour les tragédies est nécessaire. D'accord ? Et cette place a été en grande partie effacée par certains nouveaux récits qui se présentent comme non mythologiques. Et bien, donc je ne vais pas vous raconter en détail évidemment cette histoire de la tension entre Apollon et Dionysos, mais selon Nietzsche, effectivement, ce qui se passe dans l'art et dans la tragédie grecque et ensuite dans l'art en général, c'est que nous sommes toujours à la fois tiraillés vers l'idéal d'Apollon. C'est un idéal de quelqu'un qui est beau, qui est un individu splendide, calme. C'est vraiment le principe de l'individuation. Nous sommes nous-mêmes. C'est quelqu'un pour qui l'apparence, mais pas juste l'apparence physique, mais la manière dont nous nous présentons devant le monde, cette chose est essentielle.
Moi, Anna, je me présente comme ça dans le monde. Ça, c'est les soucis d'Apollon. Mais en même temps, nous avons ces Dionysos, ces dieux qui nous tirent vers quelque chose d'autre, vers la vie avec la communauté, vers l'effacement de nous dans un tout. C'est un tout harmonieux ou c'est un tout écrasant parfois, mais c'est quelque chose que nous avons tous, évidemment, de façon extrêmement forte en nous. Et c'est notre destin tragique, nous dit Nietzsche, c'est un destin qui est marqué par cette volonté contradictoire, d'être à la fois un fidèle d'Apollon et un fidèle de Dionysos. Bien. Et c'est évidemment Dionysos, dans sa version la plus sinistre, qui gagne au XXe siècle. Et justement, 34, quelques minutes encore. Oui. Vraiment. Là, elle le fait, non pas parce qu'elle me déteste, n'est-ce pas, j'espère, mais tu le fais parce que you care about these people, par ton souci des autres. Donc, j'essaie de ne pas les prendre comme une agression, mais comme expression de ton souci des autres. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Donc, tout va bien, nous sommes dans une harmonie contradictoire, Apollon d'un côté, Dionysios de l'autre, vous voyez, Et tout à l'heure, ça sera l'inverse. Tout à fait. Très bien. Donc, écoutez, Cassirer, Ernest Cassirer, il y en a plein d'autres, un livre qui s'appelle « Les mythes de l'État » au début du XXe siècle, non, pas du tout, publié en 1945, il nous dit « Nous sommes effectivement nous sommes confrontés dans cette moitié du XXe siècle à un retour des mythes fédérateurs fascistes, évidemment, c'est de cela qui va parler. Comment la victoire du mythe écrasant était-elle possible? Se pose-t-il cette question tout au long de cet ouvrage? Mais je ne vais pas vous présenter son analyse détaillée, mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin de son livre, il rappelle un mythe babylonien très intéressant. Donc, il y a, dans la mythologie babylonienne, la sortie de l'époque mythologique, c'est une sortie marquée par la victoire du roi Marduk contre tout un ensemble de serpents, des créatures mythologiques méchantes. Donc, ces créatures sont toutes mortes, et Marduk, triomphant, il fait le monde. Mais il n'y a rien d'autre sur Terre pour faire le monde que les corps de ces créatures. Dans notre monde, le monde de la rationalité est composé, selon la mythologie babylonienne, des cadavres de monstres. Des cadavres contre lesquels nous avons vaincu, mais qui peuvent ressurgir. La capacité des créatures mythiques, évidemment, est celle d'avoir des vies infinies. Donc, Cassirer nous dit, donc, en dénonçant les mythes fascistes, il nous dit, nous vivons dans un mythe tragique, et effectivement, le fait que nous marchions sur les cadavres des monstres, c'est quelque chose qui va de toute évidence nous poursuivre. Ce pessimisme a été ensuite poursuivi par l'école de Francfort, par nos voisins, ou presque, qui ont, sous la plume de Theodor Adorno et Max Horkheimer, deux penseurs allemands d'origine juive, ils ont écrit un ouvrage qui s'appelle « La dialectique des Lumières ». Dans cette dialectique des Lumières, ils dénoncent le fait que la raison qui se voulait donc triomphante à l'époque des Lumières, quand elle est devenue un pur instrument de pouvoir, non attaché à une quelconque mythologie fondatrice, mythologie régulatrice, des valeurs communes, cette raison est devenue un monstre, elle aussi. La raison instrumentale, nous disent Adorno et Horkheimer, est devenue un monstre parce qu'il n'y a plus aucun mythe pour la contrôler. Évidemment, et ça c'est la thèse ultra controversée à laquelle je ne sous-signe nullement, mais je vous la soumets puisqu'ils l'ont énoncée, et elle est cruciale dans l'histoire commune que nous avons de la philosophie. Selon eux, les Lumières ont conduit à la Shoah.
l'instrumentalisation de la raison sans aucune protection mythique a conduit à la Shoah. Et ils utilisent pour en parler aussi une figure mythologique. Ils parlent d'Ulysse. Ulysse qui, lui, vous savez, quand il voyageait vers chez lui, tout simplement, à Ithaque, tout à fait, merci, j'ai oublié. Donc, quand il voyageait vers Ithaque, il y avait des sirènes il craignait d'entendre la voix des sirènes. Donc, comme vous savez, il a demandé à ses camarades du bateau, donc à ses esclaves, en gros, de s'enfermer les oreilles de façon à ce que les esclaves n'entendent pas les cris des sirènes, alors que lui, Ulysse, pouvait entendre les cris des sirènes, sauf qu'il a demandé à être attaché et ligoté, de façon à ce qu'il ne puisse pas faire quoi que ce soit, ni par parole, ni par les gestes, avec ce que disent les sirènes. Et nos amis Adorno et Horkheimer nous disent que nous sommes comme des Ulysses aujourd'hui. Ce que nous entendons est sans conséquence pour nous, parce que nous faisons rien de ce que nous entendons. D'accord ? Nous voyons les pires horreurs et nous nous révoltons pas suffisamment. Voici la formule de la ruse d'Ulysse, je cite le livre, donc la dialectique des Lumières. L'esprit instrumental, l'esprit détaché, en se résignant et en se soumettant à la nature, lui donne ce qui lui appartient et de ce fait même la berne. D'accord. Là, je vois qu'il est 11h40. J'aimerais bien vous parler je signale juste, mais je ne vais pas le faire, de l'usage par Herbert Marcuse, quelques années plus tard, du mythe des Eros et Thanatos. Lui, Herbert Marcuse, a essayé de comprendre la société contemporaine comme étant tiraillée par des tendances contradictoires, représentées par Eros et Thanatos, qu'il reprend évidemment de la pensée de Freud. C'est Freud qui les a mobilisés pour la première fois dans la pensée contemporaine. Mais évidemment, cette tension entre Eros qui aspire à créer les plus grandes unités à partir des fragments du monde social et Thanatos qui veut retrouver la matière inorganique, c'est aussi une tension qui se trouve, ou une aspiration contradictoire qui se trouve au cœur du monde contemporain. Donc, Herbert Marcuse, et je les signale juste, si vous voulez en savoir davantage, on peut en parler dans d'autres contextes, il va mélanger Freud et Marx à travers ce mythe des Eros et Thanatos pour nous dire ce qui ne va pas dans la société contemporaine. Bien, donc voilà, une période du pessimisme absolu post-nazisme a été marquée par une réinterprétation des mythes pour à la fois nous montrer comment les mythes nous ont séduits et comment nous nous inscrivons dans d'autres mythes, eux aussi, donc nocifs. C'est comme si nous avions des comportements nécessaires, comme celui d'Ulysse. Freud est le premier à nous en dire des choses. Nous reproduisons des fautes de nos ancêtres et nous les comprenons à travers les mythes. C'est ça le grand héritage, disons, de la pensée du freudo-marxisme du XXe siècle. Mais donc, je voudrais finir avec quelque chose de positif, effectivement. Carl Gustav Jung, il essaye, à travers la notion d'inconscient collectif, de nous montrer que nous sommes capables de gérer l'ensemble des perplexités avec lesquelles nous vivons. Effectivement, c'est cette théorie de l'inconscient collectif, en articulant un cadre théorique dans le terme duquel les images archétypales pourraient être comprises et appréciées. Donc cet inconscient collectif crée un logos du mythe et essaye d'établir un pont entre deux. Donc, selon Jung, il est nécessaire à la fois d'apprécier, dès la perspective du mythe,
ce monde démythifié, ce monde sans âme, et nous devons en même temps adopter une attitude responsable à l'égard des mythologies dans lesquelles que nous épousons et que nous propageons. D'accord ? Les deux modes de pensée s'interpénètrent l'un l'autre, les logos n'étant jamais complètement libérés du mythe, et les mythes également est soumis à l'influence et à une interprétation rationnelle. D'accord ? Donc voilà. J'espère que cette leçon de Jung pourrait être quelque chose qui va nous guider les uns et les autres et surtout pourrait nous donner de l'optimisme. Évidemment, les explications psychologiques ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe au niveau social, au niveau politique, géopolitique. Mais les souffrances ancestrales des peuples discriminés ou des peuples opprimés s'expriment aussi dans des mythes. Et nous devons comprendre nos mythes respectifs pour essayer d'aller vers quelque chose qui ne ressemble pas à des massacres. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup de cette présentation parce que j'ai l'impression que tu as réussi à tisser quelque chose qui n'est pas dans la binarité dont nous souffrons énormément depuis des années et des années. Et tu trouves une troisième voie avec cette présentation. On n'oppose donc pas mythe et logos, mais on a une troisième voie dans quelque chose qui est sur le ternaire, en fait. Et c'est toujours la porte de sortie la meilleure, je crois. Et ce serait bien que ça puisse arriver à un niveau politique et régler un certain nombre de choses qui malheureusement sont difficiles à régler en ce moment et coûtent la vie d'énormément de monde. Du coup, tu as répondu finalement à plein de questions que j'avais envisagé de te poser. Celle des mythes de création se situe quand ? Tu disais, tu voulais préciser. Donc, ce qui est particulier des mythes de création, qui paraissent tellement particulières à chaque société, on dirait que, évidemment, nous nous fondons sur des mythes de création, cette civilisation a ce mythe, cet autre a cet autre mythe. Or, les anthropologues au XXe siècle nous montrent que quasiment, pas tous, mais énormément de mythes de création, donc des mythes qui racontent comment cette communauté a commencé, ce sont des mythes qui ont la même structure. Donc, on a d'abord une situation originelle dans laquelle l'homme n'est pas encore soumis à la loi, où tout va bien, d'accord, où on reçoit de cadeaux divins, ou en tout cas, on est quasi dans une relation avec des divinités, s'il y a des divinités, ou parfois, on est juste dans une situation pré-juridique et heureuse. Ensuite arrive la faute originelle. Toutes les civilisations ont une faute originelle. Donc, essayons peut-être de comprendre nos fautes respectives. Et évidemment, la suite, c'est la création de la justification du système juridique pour remédier à cet homme qui s'est auto-blessé ou qui a blessé sa communauté par l'instauration de cette faute originelle. Donc, la structure des mythes fondateurs d'un nombre incroyable de civilisations est la même. Donc, je trouve ça absolument fascinant puisque on part de quelque chose extrêmement particulariste et finalement, on obtient un schéma universel où nous nous retrouvons. Ça reprend un peu le propos que tu tenais dans la présentation, il me semble. Pourquoi les figures mythiques et bibliques, les événements décrits dans les mythologies et les textes sacrés nous parlent encore alors que souvent nous n'y croyons pas? Ça, tu te rappelles cet ouvrage de Paul Venn, Les Grecs croient-ils encore à leurs mythes? Paul Venn suggère qu'ils n'y ont jamais cru. Donc c'est tout à fait troublant. Et ça va dans l'instance de Castoriadis. Hein. Pour Castoriadis, la pensée mythique des divinités grecques, c'est la pensée de la création de la communauté et non pas la pensée de la vérité. L'idée selon laquelle il faut croire en Dieu, c'est une idée chrétienne.
Et il y a aussi la question de la vérité là, que tu évoques, parce que justement, je ne sais pas, mais peut-être on ne va pas continuer si on veut laisser un peu la parole à la salle, mais c'était la question aussi que je me posais, parce que beaucoup de gens croient que la science, c'est aussi la vérité. Or, on sait bien que la science travaille dans l'incertitude, dans un doute productif, certes, mais tant qu'elle ne trouve pas quelque chose qui contredit la théorie qu'elle vient d'établir, eh bien, elle pense que c'est les connaissances auxquelles on peut se fier, mais elle n'est jamais bloquée dans une position de « c'est la vérité ». Ça c'est assez incroyable, cette idée selon laquelle les gens ont tendance à penser que la science énonce la vérité, et ensuite ils ajoutent « et ceci est un mythe ». Donc, en fait, c'est ça qui est un mythe, de dire que la science énonce la vérité. Ça c'est tout à fait curieux. Je ne sais pas d'où ça... Si, je sais d'où ça vient. Ça vient du 19e siècle, où la science, effectivement, en s'opposant à la religion, parfois, était d'une arrogance consternante. Ça, on le sait. Cette arrogance s'est terminée avec la philosophie des sciences très développée à partir de la fin du 19e. Et tout au long du 20e siècle, en fait, les philosophes ne font qu'une chose, c'est essayer de comprendre les conditions de la rationalité scientifique, parce qu'ils savent tous que la rationalité, c'est la seule chose qu'on peut espérer et non pas la vérité. Mais le 19e siècle, avec cette idée de Laplace qui nous dit que le monde est entièrement déterminé et que Dieu, il n'a pas besoin de cette que Laplace n'a pas besoin d'hypothèse de Dieu pour expliquer quoi que ce soit. La manière dont cela a été dit, effectivement, ça témoigne d'une certaine arrogance. Non pas qu'on ait besoin de Dieu pour expliquer le monde, mais cette phrase suggérait que c'est bon, on a déjà expliqué le monde, Dieu, on n'en a pas besoin. Non, peut-être on n'a pas besoin de Dieu, je le pense, il s'avère, mais on n'a pas encore expliqué le monde, loin de là. Mais cette maturation vers le doute, elle est arrivée après le 19e siècle. Et effectivement, ce dont tu parles, c'est l'héritage d'une certaine arrogance qui était effective, mais qui est heureusement dépassée. Oui, en fait c'était de nouveau la position binaire, une fois encore, parce Bien que sûr. La science avait cru détenir tout, les réponses à tout. Malheureusement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de traces chez certains. D'ailleurs, les épistémologues le pointent du doigt souvent en disant il faudrait peut-être aussi que les scientifiques eux-mêmes réfléchissent à la façon dont ils présentent leurs travaux et dont surtout quand ils sont interviewés, on en a eu un bon exemple avec la Covid, peut-être qu'ils soient peut-être plus modestes par rapport à ce qu'ils ne savent pas. Hein, ça, oui, évidemment. Ouais. Mais comme tu sais peut-être, les facultés, notamment l'Université de Lorraine, m'invite souvent à enseigner dans la faculté des sciences parce qu'ils savent très bien qu'on en a besoin. La faculté de la médecine est de plus en plus ouverte à des interventions, effectivement, en sciences humaines et sociales, de façon à ce que la médecine puisse se présenter pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un techné, et non pas une science qui a toutes les réponses. C'est un art, au sens des technés d'autrefois, informé par les sciences, mais formidable dans sa capacité de s'adapter à la situation, et donc vulnérable aussi du point de vue de ces failles qui arrivent de temps en temps. Donc ça fait du bien d'entendre ça. On se dit que la transversalité peut-être commence quand même à s'installer dans les différents lieux de connaissances. Vous avez peut-être des questions. Alors j'arrive avec le micro. Attention. Merci. Vous avez abordé la rationalité scientifique dans ce magnifique exposé. Je voudrais revenir sur un point. Il y a eu à un moment donné quelque chose d'important qui s'est passé. C'est un certain Empédocle qui a inventé le concept des 4 éléments. Et moi-même, qui suis physicien, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule d'en parler encore au XXIe siècle, jusqu'à ce que je lise Carlo Rovelli, qui est un physicien et qui fait beaucoup de philosophie aussi, pour qui Anaximandre est un être extraordinaire, mais ces 4 éléments, c'est la première fois où on a tenté d'expliquer le monde autrement qu'avec des dieux. Et donc c'est tout simplement la naissance de la pensée rationnelle
qui a donné aujourd'hui la science que l'on connaît. Le problème de la science aujourd'hui, c'est, au XIXe siècle, vous l'avez bien dit, en physique, on croyait avoir tout trouvé. Et puis, les physiciens qui avaient cette idée ont été percutés par 3 grandes révolutions, la relativité, la physique quantique, et dans les années 60, les théories du chaos. Et là, c'était fini. Aujourd'hui, les physiciens ne parlent plus comme ça. Je ne sais pas si en médecine, ils continuent à être arrogants. C'est peut-être dû au fait que ce sont les seuls que l'on appelle professeurs. Mais ça a changé. Simplement, le problème aujourd'hui du mythe qui revient, c'est que vous l'avez dit vous-même, le mythe, c'est quelque chose qui rassemble. Et je voudrais, à ce moment-là, vous raconter une anecdote. J'écoutais une interview d'une Américaine, platiste, elle croit que la Terre est plate, et l'intervieweur lui dit « Mais vous y croyez vraiment ?» Et elle lui dit « Je commence vraiment à avoir des doutes. » Et il lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne quittez pas le mouvement ?» Et là, elle a une réponse pour moi fondamentale. Elle a dit « Et qu'est-ce que je ferai après ?» Alors, on pourrait discuter pendant des heures. Je vais laisser la parole aux autres. Non, c'est super. Merci beaucoup pour ces remarques. Évidemment, c'est là où se trouve notre responsabilité de créer des mythes autres, de créer des mythes alternatifs. On ne peut pas laisser la société sans mythes. C'est ça la grande leçon de Jung, c'est ça la grande leçon de tous ces philosophes qui montrent comment comment notre pensée est imprégnée par cela et comment notre raisonnement quotidien, de toute façon, a besoin d'être posé sur quelque chose de commun. Je vais juste dire, donc vous avez raison sur l'histoire de la physique, évidemment. Je voudrais vraiment ajouter une discipline qui est devenue notre terrain de jeu absolument favori. À l'époque, comme vous savez, jusqu'à il y a peu de temps, les philosophes adoraient la physique. C'était vraiment là où on faisait des choses, où on discutait avec la science. Et ça a commencé avec l'astronomie, mais de facto avec la physique, entre Newton et la théorie du chaos, et encore, même avec la théorie des cordes, plus récemment, effectivement, où on a joué sur ce terrain. Mais de facto, à partir des années 70, notre terrain de jeu favori, c'est la biologie. La biologie qui renonce à l'universalité dès le départ, parce que ce n'est pas possible. Et la biologie qui admet d'emblée, par exemple, l'influence de l'environnement sur le développement des organismes ou des choses comme ça. Donc la biologie qui est obligée de saisir la complexité comme une donnée de base. Or, la physique, nourrie par Descartes, pensait que d'abord, il fallait comprendre des choses les plus simples pour aller vers les choses les plus générales. Et la biologie se trouve dans un paradigme inverse, à savoir la complexité, c'est notre point de départ, et on va essayer de voir des choses un peu plus générales, c'est-à-dire on va essayer de détecter des lois, etc. Mais on sait très bien d'emblée qu'on ne va pas pouvoir énoncer quelque chose de façon définitive, étant donné le caractère dynamique du vivant, étant donné que l'évolution est notre paradigme absolu. Donc, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le comportement du vivant, ça peut changer un tout petit peu parce que nous changeons. Donc, nous sommes, grâce à la biologie et à ses spécificités, dans un paradigme scientifique tout à fait différent. Et c'est absolument fascinant. J'aimerais bien que quelqu'un qui connaît mieux ce passage-là écrive vraiment un livre sur ce que ça a fait à notre pensée de la science que de passer du paradigme physique vers le paradigme biologique. Oui, j'ai besoin d'une clarification à propos de ces petites sociétés qui n'auraient pas besoin de mythologie, si j'ai bien entendu ce qui avait été dit tout à l'heure. Ça, c'est pas. Là, je pourrais pas te dire davantage. Ça, c'est vraiment une chose que je reprends des anthropologues. Oui, justement, moi, j'étais resté sur ce point en Amazonie avec Claude Lévi-Strauss et les mythologies de Claude Lévi-Strauss, qui, entre parenthèses, définit le mythe comme un récit tenu pour vrai. Le mot là important, c'est tenu,
Et on pourrait donc aussi imaginer que dans certaines familles, il y ait des mythologies spécifiques à ces familles à travers des récits qui sont tenus pour vrais par ces familles, sans que ça déborde au-delà de leur cercle. Honnêtement, c'est pas du tout mon terrain. Je n'ai fait que reprendre quelques idées sur l'anthropologie, je reprends les idées des gens que je cite. Donc, si tu veux, je te donne la référence de cela. Mais là, c'est pas du tout le point crucial, disons, de mon récit. En ce qui concerne Claude Lévi-Strauss, ce qui est fascinant chez lui, j'aurais pu évidemment en parler, j'ai 2 pages de notes à son propos. Il a publié 3 tomes, je crois, ou 3 tomes de mythologique. Et c'est un titre assez magnifique parce que justement, il introduit cette notion de logique à côté des mythes. Donc pour lui, les mythes sont comme du langage, effectivement, et il pense que étant donné que le langage, nous ne l'utilisons pas de façon consciente constamment, donc sans doute, quand j'ai parlé, j'ai utilisé plein de références communes que je présuppose, auxquelles nous ne pensons même pas, mais qui sont déjà là. Les mythes font partie de ces cadres de notre pensée. Donc l'analyse des mythes, pour Lévi-Strauss, et c'est tout à fait fascinant, elle ne peut pas avoir pour objet de montrer comment pensent les hommes. Donc, ce n'est pas pour détecter leurs pensées, mais il s'agit davantage de comprendre leur mode de vie, leur forme de vie commune. Et c'est ça, c'est ça que les mythes visent beaucoup plus, que l'analyse de mythes peut viser, plutôt que essayer de voir comment on se trompe, pourquoi on se trompe. Non, ça n'a aucun sens. Essayons de comprendre la communauté à travers les mythes et non pas le défaut ou des défaillances personnelles. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une dernière question brève? Oui. Bonjour, merci pour ce brillant topo que j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ma question, c'est même pas une question. Je pense qu'il y a une petite précision à apporter sur la notion même de démocratie, parce que beaucoup de gens font des anachronismes. Ils expliquent le présent, le passé avec le présent, avec leurs yeux du présent. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a eu un changement énorme et immense dans l'humanité avec la création de l'électricité, tout simplement. Un jour, j'ai dit, le monde s'est vidé de ses démons et de ses anges. À partir du moment où tu rentres dans une salle, tu appuies sur un bouton et la lumière jaillit, on a moins peur. Moi, je pense que les humains ont besoin de rêver et le rêve leur fait supporter la dure réalité ou la réalité telle qu'elle est, et puis c'est tout. Autre chose, le complexe, oui, Maud me rappelle à l'ordre, alors je finirai la prochaine fois, ou en dégustant quelque chose. Non, c'est que le complexe d'Oedipe n'a rien d'universel à mes yeux. Il y a le complexe de Malinowski, que beaucoup de gens ignorent complètement. Et puis, tu as parlé de Marcus, tu as parlé d'un tas de gens auxquels je suis vraiment habituée, puisque je suis philosophe moi-même et sociologue. Et marocaine en plus, ce qui n'arrange rien. Et pour le mythe d'Édipe, évidemment, je ne l'ai pas cité parce que je pense qu'il n'a aucune... Là, il est universel pour les Viennois de la fin du 19e siècle. Bien, je crois qu'on va s'arrêter à cause du temps, parce qu'on pourrait continuer encore longtemps sur... bien sûr, on ne pouvait pas tout brasser. J'avais encore d'autres questions, mais qui sortent un peu de ce qui était le centre de ton propos. Encore une fois, un grand merci. J'espère vraiment que cet échange vous a ouvert des pistes de réflexion et qui vous a permis d'entrevoir pourquoi nous pensons ce que nous pensons, d'une certaine manière, et que nous sommes comme tous prisonniers dans la même chose, qu'on soit noir, blanc, juifs, palestiniens, enfin bref, on est tous dans la même barque.
la barque de l'humain, de l'humanité. Donc vous voyez bien que le but de ces rencontres, et spécialement de celle-ci, c'était une manière de retrouver avec une forme d'esprit critique, sortir de notre zone de confort, parce que je pense que c'est ça qu'on a un peu de mal à faire. Et je pense que c'est vraiment le premier pas à faire si on veut pouvoir se positionner de manière plus juste, la plus juste possible face aux défis de ce 21e siècle. Quand j'ai préparé ça, il n'y avait pas encore eu le 7 octobre, ni l'assassinat du professeur hier. Et vraiment, comme je te disais tout à l'heure, sortir du binarisme étroit qui divise, pour ouvrir un dialogue qui humanise. Je pense que c'est vraiment ça qu'on peut... Et on est tous capables de faire ça si on en a envie. On est tous capables. Donc merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir Anna. Merci beaucoup. Voilà, et je crois que ça se prépare derrière pour un petit pot sympathique pour les gens qui souhaitent. Merci beaucoup. Je vous rappelle, ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc aussi pour l'opéra. Vous avez vu qu'il y avait un repas. Alors c'est peut-être aussi une façon de sortir du binarisme. Vous allez me dire c'est trop cher, mais enfin si vous le souhaitez, il y a des petites plaquettes concernant le repas de gala qui est proposé par l'opéra pour soutenir les actions des publics éloignés. Et puis nous nous retrouvons, je ne sais plus, mais vous avez le programme. Nous nous retrouvons pour une prochaine rencontre. Je ne sais plus sur quoi c'est, mais c'est pas grave. Voilà. Bonne journée, bon week-end et à bientôt.